Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Pourquoi le régime de Paul Kagame fascine-t-il tant l'Afrique francophone? Lorsqu'on examine le contenu des nombreux médias francophones sur le Rwanda, on constate que ce pays de l'Afrique des Grands Lacs est souvent présenté comme un modèle et son président Paul Kagame comme un leader visionnaire. C'est également ce qui ressort de l'examen de nombreux commentaires écrits en français sur les réseaux sociaux, en particulier ceux venant de beaucoup d'Africains, des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les arguments avancés sont les suivants. Le président Paul Kagame est un héros qui a arrêté le génocide et qui a réussi à faire la réconciliation de son peuple. Il a réussi à transformer le Rwanda en un miracle économique et qui a le plus haut pourcentage de femmes au Parlement. Le président Paul Kagame est un panafricaniste qui ne travaille pas pour les Occidentaux, qui déploie son armée dans le cadre des missions internationales pour la paix dans d'autres pays d'Afrique comme au Soudan ou en Centrafrique. Ainsi, par exemple, dernièrement, les troupes rwandaises sont admirées pour avoir stoppé l'avancée des rebelles en Centrafrique. Cependant, lorsqu'on interroge les Rwandais eux-mêmes et lorsqu'on essaie d'aller au-delà de ce qu'écrivent beaucoup des médias, on est parfois surpris de tomber sur une autre face de la réalité. Des ouvrages documentés, voire des rapports onisiers qui font état de nombreux crimes commis par le régime de Paul Kagame et qui, de fait, présentent le régime de Kigali sous un autre jour. Mais comment comprendre ce paradoxe? Nous avons invité 3 experts sur le Rwanda, une très grande journaliste d'enquête, un ancien ambassadeur et un enseignant-chercheur. Ils vont nous aider à démêler le vrai du faux et à comprendre pourquoi le régime de Paul Kagame fascine tant les Africains et en particulier ceux de l'Afrique francophone. Madame Judy River, bonjour. Vous êtes journaliste d'enquête. Après 20 ans d'enquête sur le Rwanda, vous avez publié In Praise of Blood, The Crimes of Rwandan Patriotic Front dans la très grande prestigieuse maison d'édition. L'ouvrage vient d'être publié en français sous le titre L'éloge du sang par la maison d'édition Max Milo. Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, bonjour. Vous avez été ambassadeur du Rwanda en France. Vous avez également été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement dans lequel Paul Kagame était vice-président avant de démissionner. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages sur le Rwanda, comme celui publié en 2016 et dont le titre est Paul Kagame a sacrifié les Tutsis. Docteur Aimable André Doufatagné, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences à l'Université catholique de Lyon et vous êtes également l'auteur de l'ouvrage La violence politico-militaire faite contre les femmes au Rwanda. Nous allons commencer. Je voudrais commencer avec le sujet du jour, justement, et pourquoi le régime de Paul Kagame fascine-t-il tant dans l'Afrique francophone. Monsieur l'ambassadeur, commençons par un sujet qui touche à l'actualité
Le Rwanda est félicité par beaucoup d'Africains pour son intervention en Centrafrique. Certains voient en cette intervention une preuve supplémentaire que Paul Kagame est un vrai panafricaniste. Quelle est votre lecture, monsieur l'ambassadeur? C'est une question importante et très actuelle d'ailleurs, qui pose beaucoup de questions justement. Les Africains qui connaissent leur continent devraient se poser des questions. Est-ce qu'un pays comme le Rwanda, un des plus pauvres du monde, un pays qui a connu le génocide, un pays qui n'a pas encore fini de faire la paix à l'intérieur, est-ce qu'il est normal que ce pays devienne le soldat des Nations Unies ou tout simplement possède une armée qui est envoyée un peu partout, que les Centrafricains même appellent une armée de mercenaires aujourd'hui? Parce que c'est facile de dire que l'armée de Paul Kagame fait la paix en Centrafrique, mais beaucoup de Centrafricains considèrent que les Rwandais qui viennent d'être envoyés maintenant sont purement des mercenaires qui sont là pour opprimer la population. En tout cas, opprimer et faire taire l'opposition centrafricaine. Est-ce que le Rwanda possède les moyens de toutes ces actions? Certains n'hésitent pas à dire en réalité que le Rwanda travaille pour des intérêts occidentaux, que l'envoi de ces troupes est financé par les Occidentaux, les mêmes Occidentaux qui ont financé l'envoi, plutôt le déplacement des réfugiés africains en Libye, parce qu'il faut le répéter. Il y a des milliers de réfugiés africains qui essayaient d'aller en Europe, et le Rwanda s'est proposé contre des sommes énormes, données notamment payées par l'Union européenne, pour récupérer ces réfugiés. Ouais, ce n'est pas un acte humanitaire, hein, c'est vraiment pour renflouer un peu ses finances que le Rwanda fait ça. On ne récupère pas des réfugiés africains, soi-disant pour des raisons panafricanistes, pour ensuite se faire payer par l'Union européenne. On n'a pas besoin de passer par l'Union européenne pour aider les Africains à survivre. Et puis, pourquoi les empêcher d'aller en Europe alors que beaucoup de Rwandais aussi fuient tous les jours? Vous savez, il y a des milliers de Rwandais qui fuient leur pays tous les mois pour aller se réfugier dans les pays voisins, pour venir en Europe et ailleurs. Et dans le même temps, Paul Kagame récupère des réfugiés africains qui sont maltraités en Libye, c'est vrai. C'est mieux au Rwanda qu'en Libye, ça c'est sûr. Mais est-ce que les pays d'envoi de ces réfugiés ne sont pas capables de récupérer leurs concitoyens? Donc tout ça, ce n'est pas pour rien que le Rwanda le fait. C'est parce qu'il a besoin d'argent, c'est parce qu'il a besoin de vendre un peu ces troupes qui vont en Centrafrique. C'est les troupes qui vont ailleurs, c'est payé soit par les Nations Unies, soit par l'Union européenne. Il faut que les gens le sachent. Donc ce n'est pas du panafricanisme, c'est plutôt pour sortir un peu son trop-plein de soldats, parce que le Rwanda compte plus de 100 000 militaires. Pour un petit pays de 12 millions d'habitants, vous comprenez que c'est énorme. Donc pour moi, ce n'est pas du panafricanisme ça. En plus, lorsque vous regardez de près, le panafricanisme de tout pays devrait commencer par son environnement, par les pays voisins, vivre en paix avec ses voisins, et étendre ce bon voisinage à des pays qui sont plus loin. Or, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on constate? On constate que le Rwanda vit en tension permanente avec tous ses voisins, tous. Je dis bien tous les pays voisins du Rwanda. L'Ouganda, ils sont presque sur pied de guerre. Le Burundi, la même chose. Le Congo, vous avez vu encore récemment des rapports des experts des Nations Unies qui accusent le Rwanda d'envoyer ses troupes au Congo. La Tanzanie, la même chose. C'est un pays, le Rwanda, qui n'a pas de relation de bon voisinage avec ses voisins. Donc, pour combler ça, le président Kagame saute une partie de l'Afrique centrale et va plus loin, dans les pays où il n'est pas connu, dans les pays où le système rwandais n'est pas suffisamment connu, dans les pays où la population court derrière une certaine presse française. Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure. Un de mes collègues pourra en parler, mais ce n'est pas vraiment que du panafricanisme d'aller en Centrafrique ou d'aller récupérer les réfugiés africains en Libye. Ce n'est pas par panafricanisme que le président Kagame envoie des gardes du corps à certains chefs d'État africains de l'Ouest, notamment au Bénin,
et dans certains autres. Ce n'est pas par panafricanisme que le président Kagame fait des efforts énormes pour être en bon terme avec le président sénégalais, un démocrate qui a été élu démocratiquement, alors que de l'autre côté, Paul Kagame a volé les élections, qui s'est imposé, qu'il a changé la constitution pour se faire réélire. Donc, pour moi, ce panafricanisme est très limité. On pourra y revenir, j'ai beaucoup d'autres exemples. La guerre que le Rwanda mène depuis 1996 au Congo, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas du panafricanisme, ça. Pour moi, ce n'est pas du panafricanisme. Les rébellions répétées que le Rwanda a créées chez son voisin, justement, congolais, ce n'est pas ça le panafricanisme que tout Africain devrait attendre. Le panafricanisme, le chef d'État panafricaniste, c'est celui qui prêcherait la paix, c'est celui qui développerait une coopération digne de ce nom, avec ses voisins d'abord, et avec les autres Africains, sans passer par la guerre. Or, pour le Rwanda, tel n'est pas le cas. Donc, je vais laisser la parole à mes camarades, à mes amis, pour éventuellement me compléter sur ce point. Merci Jean-Marie pour votre intervention. Justement, on se demandait donc la fascination de Paul Kagame en Afrique de l'Ouest, et sachant que l'Afrique francophone ne se limite pas qu'en Afrique de l'Ouest, et ça commence déjà en Afrique centrale, tout près de chez lui, là où il y a toujours un conflit permanent avec ses voisins. Vous avez bien expliqué cette problématique. Maintenant, je voudrais passer la parole à Madame Julie Veil. Justement, comme je l'ai évoqué au début, Paul Kagame est toujours présenté par beaucoup comme un héros qui a arrêté le génocide. Madame Julie River, dans votre ouvrage, L'éloge du sang, les résultats d'une enquête de plus de 20 ans, vous soutenez, preuve solide à l'appui, une thèse plutôt explosive. Vous affirmez que non seulement le président Paul Kagame n'a pas arrêté le génocide, mais qu'il a lui-même participé au génocide perpétré contre les Tutsis. Et pire encore, il a planifié et réalisé un autre génocide contre les Hutus au Rwanda et en République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous en parler plus, Madame Julie? Oui, je pourrais expliquer en fait ma recherche, mes conclusions et en fait la synthèse narrative du livre. J'essaie de démontrer comment déjà le génocide au Rwanda en 1994 contre les Tutsis a eu lieu dans un contexte de guerre, c'est-à-dire la guerre que le FPR a lancée en 1990 était une campagne de terre brûlée, et j'explique comment le FPR, les troupes de l'armée patriotique rwandaise, ont attaqué et ont ciblé et ont tué les Hutus principalement dans le nord du pays. Et c'était dans ce contexte que le génocide a eu lieu. Ensuite, je montre comment les commandos du FPR, comment les commandos que Kagame et son entourage avaient ordonnés, qui étaient entraînés dans les années avant, à partir de 1992, comment ces commandos ont été prêts à partir de janvier 1994, et ils étaient déployés dans toutes les zones du Rwanda pour l'opération qui allait se faire, c'est-à-dire l'assassinat du président Juvenal Habyarimana. Et je montre comment les preuves les plus probantes indiquent que ces commandos ont tiré sur les... il y avait une équipe de commandos qui était responsable pour l'assassinat de Habyarimana et son homologue burundais. Et c'est l'acte déclencheur du génocide. Alors, le FPR a déclenché le génocide, et en parallèle du génocide contre les Tutsis,
pendant 3 mois, je montre comment les escadrons de mort du FPR ont œuvré depuis le nord du Rwanda et sont allés tout au long du côte, tout au long de la frontière rwandaise et ensuite en bas vers la Tanzanie. Ils ont nettoyé, ils ont tué des paysans et les leaders de la communauté Hutu. Et ces escadrons comprendraient les membres de la DMI et des soldats du haut commandement de l'APR et aussi des membres, des nouveaux recrues du Training Wing. Alors, j'essaie d'expliquer cette dynamique dans mon livre et j'essaie d'expliquer aussi, et c'est un fait avéré que les gens ne veulent pas l'entendre, mais surtout le FPR, que le FPR avait ordonné l'infiltration de leurs commandos dans les milices Hutus. Et ça veut dire que le FPR a alimenté le génocide contre les Tutsis et a participé directement dans les massacres des Tutsis, non seulement aux barrières à Kigali, mais partout au Rwanda, puisque ces commandos ont été infiltrés dans les mois avant. Alors ça, c'est un phénomène qui est très choquant et on doit enquêter davantage, à mon avis. Alors, c'est principalement la thèse. Je parle aussi du problème, dans mon livre, je parle du problème du tribunal, la TPIR, le tribunal international pour le Rwanda, que l'ONU avait établi, et comment il y a un déni de justice et comment ils ont transféré en fait la compétence pour juger les crimes au Rwanda à la fin, et les États-Unis ont manipulé le tribunal. Le FPR avait infiltré le tribunal et ça fait que, bon, Kagame et son entourage n'ont pas été poursuivis pour leurs crimes. Et toutes les personnes qui ont été inculpées et condamnées étaient liées à l'ancien régime Hutu. Et alors, il y a une immunité juridique qui était accordée au FPR qui nuit, en fait, qui est néfaste, évidemment, à la justice, mais aussi à la réconciliation ethnique pour le Rwanda à long terme. Alors, c'est vraiment une tragédie au point de vue social, mais pour le pays. Alors, j'essaie d'expliquer comment la communauté internationale est complice dans les problèmes dans les Grands Lacs, mais aussi comment tout ça, ça crée une sorte de boucle rétro-action de comment les problèmes aujourd'hui auxquels les Congolais et les Rwandais font face, c'est vraiment dû aux décisions que la communauté internationale a prises il y a longtemps pour protéger Kagame, je veux dire. Merci beaucoup, Madame Dujirivé. Avant de vous quitter, je voudrais quand même essayer de revenir sur le sujet de notre émission. Que pensez-vous cette fascination de Paul Kagame et son régime par rapport à l'Afrique francophone de l'Afrique de l'Ouest? Qu'en pensez-vous? Pourquoi il fascine tant l'Afrique de l'Ouest pour Kagame? Bon, c'est comme Jean-Marie a bien expliqué tout à l'heure, à mon avis, je crois que Kagame tire sa légitimité du récit officiel, et le récit officiel est faux. C'est basé en partie sur des mensonges.
c'est basé, les mensonges sont qu'il a stoppé le génocide. Il n'a pas stoppé le génocide, il a déclenché, il a nourri le génocide. Okay. Alors déjà, il y a le problème de l'ignorance et l'ignorance a été en grande partie c'est à cause de la propagande qui était propagée à l'époque, mais aussi le climat de terreur qui existait dès le début, en fait. Bon, après le génocide, les enquêteurs et puis les chercheurs, les journalistes sont allés et puis je crois qu'il y a toute une partie de la population, surtout au Rwanda, les gens avaient peur de dire ce qu'ils avaient vraiment vécu. Non seulement il y avait le chaos et puis des centaines de milliers de personnes ont perdu leur famille et puis le pays était en état de choc, mais le pays était déjà hautement surveillé. Et puis, dans les années après, les témoignages contre le régime en place étaient contrôlés par le FPR, par les cadres, etc. Et j'essaie de dire ça clairement, la communauté internationale, les chercheurs, les journalistes, beaucoup de journalistes étaient déjà encadrés durant les génocides qui ont essayé de faire des reportages, mais ensuite, après le génocide, ils n'ont pas fait leur boulot. Ils ne sont pas allés dans les pays voisins pour faire des études empiriques et puis pour faire des entretiens systématiques avec les gens qui ont fui, qui auraient pu clarifier les circonstances du génocide. Okay? Déjà, il y avait un parti pris. Déjà, il y avait des idées biaisées. Déjà, les Hutus étaient diabolisés à l'époque. Alors, on considérait, moi j'avais gobé la propagande aussi, hein. Déjà on considérait que les gens qui avaient fui étaient en grande partie responsables du génocide. Alors ça, c'est une grande faute déontologique et un manque d'empathie de notre part. Quand je dis de notre part, des chercheurs et des journalistes occidentaux. Et c'était, moi j'avais lu des livres à partir de 1995 sur le génocide et moi j'avais cru que le FPR était des héros et les Hutus et tous les gens qui étaient associés à l'ancien régime étaient des bourreaux. Et c'était en 1997 quand je suis allée au Congo et j'ai interviewé les Hutus qui avaient été attaqués et puis qui ont perdu les leurs dans les camps, dans les attaques du FPR, que j'avais compris l'incohérence du récit officiel. Et alors, ce n'est pas juste les récits sur les attaques au Congo qui m'intéressaient parce que j'ai recueilli pas mal de témoignages sur le génocide contre les Hutus au Congo. Mais c'était les anecdotes à l'époque que ces réfugiés Hutus m'ont donné, les anecdotes, ils m'ont raconté qu'ils avaient fui le Rwanda en 1994 parce que le FPR tuait leur famille. Et ils sont restés au Congo après le génocide parce que j'ai demandé pourquoi vous n'êtes pas rentrés, pourquoi vous êtes restés dans les camps dans les conditions tellement difficiles et vous êtes partis à l'ouest au lieu de rentrer en 96. Et puis ils m'ont dit que ils avaient des informations, ils recevaient toujours les informations que le FPR tuait leurs familles, les familles Hutus qui rentraient après le génocide du Zaïre. Alors, les Hutus disparaissaient, surtout les hommes qui rentraient. Alors, j'étais stupéfaite.
ça ne correspondait pas, ces histoires, au récit officiel que j'avais gobé à l'époque. Et peut-être vous allez trouver des informations dans mes anciens reportages avant que j'ai compris cette histoire vraiment, qui ont des éléments de propagande, c'est-à-dire des éléments qui disent que les réfugiés étaient forcés par des groupes armés Hutus de rester dans les camps. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. On a entendu ça sur les ondes de Radio France Internationale. Et moi, j'avais dit une fois que les Hutus, un certain pourcentage étaient obligés de rester contre leur propre volonté dans les camps. Et c'est pas vrai parce que j'ai fait des interviews systématiques. Ils m'ont dit, et tout le monde m'a dit, non, non, on n'a pas été forcé de rester, on n'a pas été forcé par les forces, les ex-FAR ou des gens qui ont commis les génocides de rester avec eux, etc. On avait peur du régime en place au Rwanda parce qu'ils tuaient nos familles. Alors ça, c'est énorme propagande. C'est un énorme problème, Emery. Cette propagande qui était propagée, qui est toujours propagée par la presse mainstream dans les pays. Merci, Madame Judy Rivet. J'aimerais, Emery, si vous le permettez, j'aimerais faire un petit ajout parce qu'effectivement, la propagande, la manipulation de l'opinion, ça a beaucoup servi à faire passer l'image d'un héros. Hein, le président Kagame, les troupes du FPR ont arrêté le génocide, alors que c'est tout le contraire. Il faut que les gens le sachent aussi, surtout les gens qui n'ont pas suivi vraiment le dossier rwandais dès le départ. En 1994, entre avril, donc le début du génocide, et juillet, la prise du pouvoir par Kagame, lui-même et ses diplomates, parce qu'il avait des diplomates un peu partout dans le monde, hein, les diplomates de son mouvement, empêchaient la communauté internationale de parler de génocide. Il faut qu'on le sache. Donc, moi, je dis, et je l'ai écrit dans mon livre « Paul Kagame a sacrifié les Tutsis », je dis que non seulement le FPR a déclenché le génocide des Tutsis, non seulement il a envoyé des experts, ce qu'on appelle les experts, les techniciens, au sein des miliciens Hutus Interahamwe pour participer au génocide des Tutsis, mais encore, mais aussi, Paul Kagame a tout fait pour que le génocide ne s'arrête pas pendant les 3 mois qu'il a duré. L'objectif, c'était quoi? C'était pour se donner justement cette, je dirais, légitimité de prendre le pouvoir après, en disant, c'est moi qui ai arrêté le génocide. Mais en réalité, dans toutes les déclarations du FPR, figurez-vous que 3 semaines après le début du génocide, le 30 avril 1994, le FPR a écrit une lettre officielle dont nous avons le texte que personne n'a jamais nié. De toute façon, à l'époque, déjà, nous, on en a pris connaissance, en demandant aux Nations Unies de ne pas intervenir pour arrêter les massacres, en prétendant 3 semaines après le début du génocide, en prétendant qu'il n'y avait plus de Tutsis au Rwanda. Et en même temps, dans la même lettre… Mettez-moi Jean-Marie, c'est la lettre qui a été signée par Gérald Gaïma et Doussaïdi. Voilà, c'est cette lettre-là, c'était des envoyés du FPR à New York. Et personnellement, je les ai rencontrés à New York au mois de juin. Jusqu'en juin, ils campaient toujours sur leur position. Au Rwanda, le FPR va tout arrêter, la communauté internationale ne doit pas intervenir. Ça, c'est une réalité. Et donc, on peut se demander quel intérêt avait le FPR à ce que les massacres se poursuivent. C'était tout simplement pour justement avoir la légitimité de reprendre le pouvoir, revenir à la case départ en foulant au pied les accords d'Arusha, les accords de paix d'août 1993, et de se présenter ensuite comme le libérateur. Vous savez, je ne suis pas le seul à le dire, Judy Revers l'a dit, mais celui qui l'a très bien écrit, un ami de Paul Kagame d'ailleurs, c'est le général Roméo Dallaire.
c'est lui qui était le chef de la mission militaire des Nations Unies au Rwanda. Il explique comment il est allé voir Paul Kagame pendant la guerre. Je pense que c'était courant en mai, mais même en avril, à partir du 16 avril. Il est allé voir Paul Kagame pour lui demander d'arrêter la guerre, pour que les Nations Unies interviennent pour arrêter les massacres. Paul Kagame a dit, il n'est pas question de ça. Il a dit qu'il soit entendu que les Tutsis qui meurent maintenant seront le sacrifice à payer pour qu'on chasse du pouvoir les Hutus. Donc, pour Paul Kagame, les Tutsis ont été le sacrifice rêvé pour pouvoir accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, avec la propagande, avec l'aide de plusieurs médias, avec l'aide de ces lobbies à travers le monde, ben, il passe pour celui qui aurait arrêté le génocide des Tutsis. Un autre élément quand même pour compléter, je dis aussi, c'est quand on dit que le FPR a fait ceci ou cela, ça ne veut pas dire que ce sont les Tutsis qui ont fait ça. Parce que le FPR n'a jamais reçu mandat de représenter les Tutsis. Nos familles de Tutsis n'ont jamais mandaté le FPR pour faire tout ce qu'il a fait. Donc, que le FPR dise, voilà, puisque vous nous accusez d'avoir commis un génocide, c'est que vous accusez les victimes Tutsis du génocide d'avoir commis à leur tour un génocide. Non, pas du tout. Ils ne doivent pas se mettre dans le même camp que nos familles massacrées pendant le génocide. Le FPR est un mouvement organisé, c'était une armée venue de l'extérieur qui ne représentait pas les Tutsis. Donc, les crimes commis par le FPR ne peuvent pas être imputés aux Tutsis de l'intérieur du pays, que ce soit clair et net. Et c'est ça la vérité en fait. Merci. Merci Jean-Marie. Je vois que la propagande du Front patriotique rwandais et de Paul Kagame ne se limite pas qu'en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Occident, un peu partout dans le monde. Et je sais très bien que quand on vous pose la question par rapport à ça, vous pouvez en parler des jours et des jours. Et pour essayer d'avancer dans notre émission, je voudrais quand même poser la question au docteur Aimable. Aimable, je voudrais, vous êtes enseignant-chercheur, vous l'avez dit, à l'Université catholique de Lyon. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage, La violence politico-militaire contre les femmes au Rwanda. Vous y démontrez, preuve à l'appui, que le régime du FPR se maintient par la violence et le mensonge. À votre avis, pourquoi les médias n'en parlent pas assez? Pourquoi les universitaires consacrent moins de travaux à cette autre face de la réalité, docteur Aimable? Alors, merci de soulever cette question importante. En effet, beaucoup de médias francophones semblent occulter cette face de la réalité, cette autre face de la réalité. Vous avez raison. Et puis, les questions que vous m'opposez, notamment sur les travaux des universitaires, sont directement liées à la question principale de cet entretien, qui est celle de savoir pourquoi le régime de Paul Kagame fascine-t-il tant en Afrique francophone. Avant de répondre aux autres questions, je voudrais revenir sur cette fascination. La question elle-même semble sous-entendre la thèse selon laquelle le régime de Kigali fascine toute l'Afrique francophone, ce qui n'est pas le cas à y voir de plus près, puisque ça a été dit par les autres intervenants, les Congolais, la majorité des Congolais savent ce qu'est le régime de Paul Kagame et ils sont francophones. Tout le monde sait actuellement le combat que mène avec beaucoup de courage et que je salue énormément le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, qui se bat pour qu'il y ait justice des crimes qui ont été évoqués par Madame Judy River ou même par Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Ces crimes qui ont été commis au Congo, les victimes n'ont jamais eu la justice. Et tout cela, le rapport mapping de l'ONU, qui est sorti il y a 10 ans, en 2010,
n'avait jamais été suivi d'aucun effet. C'est seulement dernièrement qu'un des responsables ou un présumé responsable de ces crimes a été arrêté, mais jusqu'à aujourd'hui, aucun des commanditeurs, notamment de l'autre côté de la frontière, à savoir au Rwanda, les protégés par le régime du FPR, n'ont pas encore été inquiétés par ce rapport qui, pour l'instant, reste dans les tiroirs, puisque aucun des commanditaires n'a encore été poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Rwanda, le régime de Paul Kagame, ne fascine que ceux qui ne connaissent pas le vrai Rwanda, son vrai visage, et cela se justifie par le fait que le système s'est construit, comme je le démontre avec mon collègue avec qui on a écrit le livre, Emmanuel Ndarayo, nous démontrons que le régime du FPR se maintient non seulement par le mensonge, l'assassinat, la déshumanisation, la corruption, hein, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on aime bien montrer l'image d'un pays en plein développement, mais on évite de mentionner, les médias parfois évitent de mentionner qu'il y a le coltan au Congo où les enfants sont tués, les femmes sont tuées à cause des minerais du Congo. On évite de mentionner qu'à l'intérieur du Rwanda, le pouvoir se construit non pas uniquement sur le mensonge, mais aussi sur la stratégie de l'apartheid, où il y a une discrimination, où les riches deviennent encore plus riches et que les pauvres continuent de s'appauvrir et que le pays, non seulement affiche des chiffres de développement, les chercheurs comme Regens et beaucoup d'autres ont montré que les chiffres sont truqués. Donc, le système du FPR se maintient par le mensonge. Et c'est donc cela qui explique que ceux qui ne lisent que les médias ou qui lisent très rapidement, parfois ne connaissent pas le vrai visage du Rwanda. C'est aussi cela qui explique que notamment quand vous allez dans un pays de l'Afrique de l'Ouest surtout, la plupart des gens, ils vous parlent du Rwanda comme étant un miracle économique, ils vous parlent de leur président comme étant le leader, mais souvent, ils vous citent par exemple un magazine comme Jeune Afrique. C'est important de mentionner que Jeune Afrique reçoit de l'argent de dictateurs, ça c'est connu. Donc, les Jeunes Afrique, qui se dit magazine panafricain, il n'en est rien. Il s'agit on parle de la propagande, ça fait partie des magazines qui propagent des propagandes, non pas uniquement d'ailleurs pour la dictature au Rwanda, mais aussi en faveur de beaucoup de dictatures. C'est important qu'on le sache, même en Occident, dès qu'on parle de l'Afrique, on vous cite Jeune Afrique. C'est important de dénoncer cela. La grande journaliste Judy Reva vient d'expliquer comment dans les médias tout cela est répandu. Mais aussi, je voudrais tout de même souligner qu'au Burundi, c'est pareil. J'ai parlé de la République démocratique du Congo. On connaît le Rwanda. Au Burundi aussi, c'est un pays francophone. Ils savent. Le Rwanda ne peut pas les fasciner parce qu'ils savent plus ou moins, ils sont plus proches de ce pays et connaissent très bien la stratégie qui est utilisée pour répandre cette propagande. Maintenant, il faut aussi l'autre raison, il faut souligner qu'il y a eu une stratégie d'aller conquérir, d'aller fasciner les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le président du Rwanda est allé dans ces pays plusieurs fois. Il y a eu il faut signaler aussi que beaucoup de lobbies, d'agences de lobby sont payées pour embellir l'image du Rwanda, l'image trompeuse. Et tout cela, ça contribue tout simplement à présenter une image fausse du Rwanda qui ne correspond pas à la réalité. Et un dernier point peut-être concernant cette stratégie, c'est les pays d'ailleurs anglophones connaissent davantage le Rwanda que les pays francophones, peut-être aussi à cause de, je pense, à cause de la langue.
puisque par exemple, quand le président rwandais, je crois c'était, si je ne m'abuse, c'était le 30 juin 2013, quand il dit « I will wait for him at the right place and I will hit him », il s'adressait au président Kikwete. Donc, il a dit je veux dire, il a dit en anglais, hein, parce qu'il est anglophone, il a été dans l'armée ougandaise, il le dit en anglais, mais il lui dit textuellement « je te tuerai ». Donc, quand c'est une traduction qui est faite aux francophones, ils pensent que c'est une mauvaise traduction. Cela aussi facilite. Le mensonge va plus vite parce qu'on va avoir tendance à penser que ce sont des mensonges, on ment. Quand il dit « je vous tuerai », il a dit à plusieurs reprises, les gens, quand on traduit, et puis ils pensent qu'il s'agit tout simplement d'un mensonge. Et je rappelle aussi qu'à part cette barrière de la langue, l'anglais est utilisé, mais surtout aussi le Kinyarwanda, hein, qui est la langue nationale du Rwanda. Donc, il y a beaucoup de choses que les Africains, d'autres Africains, ne connaissent pas. Alors, je terminerai sur un dernier point concernant les travaux des universitaires, pour ne pas parler d'intellectuels. Hein. Des universitaires, ce sont des gens qui... C'est un métier, hein, donc il faut qu'ils gagnent leur vie, même si je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas d'éthique. Ils ont une éthique, mais il faut bien remarquer que beaucoup de ces chercheurs ont privilégié d'explorer une seule face de la réalité, celle peut-être qui était plus accessible. Parler du génocide perpétré en 1994 et ignorer, ou presque en tout cas, ce qui s'est passé notamment au Congo, l'autre génocide perpétré à l'encontre des Hutus. Beaucoup de chercheurs privilégient, en fait, dans le cas du Rwanda, de ne parler que des travaux qui semblent facilement recevables par l'opinion publique. Beaucoup de chercheurs ont construit leur carrière scientifique sur une histoire officielle, une vision tronquée de la vérité. Ils préfèrent ignorer les travaux qui risquent de remettre en cause une vérité qui a contribué à leur renommée. Deuxièmement, étant donné que souvent la France est amèrement critiquée et que souvent d'ailleurs les pays, les chercheurs de l'Afrique francophone souvent lisent aussi les travaux des chercheurs français, ils ne se réfèrent qu'à ces travaux et ces travaux n'osent pas parfois affronter la face amère de la réalité, surtout lorsque le gouvernement français est critiqué par un régime qui critique le gouvernement rwandais pour le terroriser et que le gouvernement préfère parfois aller dans le sens ou essayer d'arrondir les angles pour pouvoir entretenir une bonne relation avec le gouvernement rwandais, soutenu notamment ce gouvernement rwandais étant soutenu par les États-Unis. Donc ça, c'est très important de le mentionner. Mais ce qui est, je dois souligner cela, c'est pas en soi mauvais d'explorer vraiment à la fois une face de la réalité. Ce qui est plus dangereux et regrettable, c'est d'empêcher de critiquer, d'empêcher la publication des travaux, de les dénigrer, les travaux de ceux qui explorent l'autre face de la réalité. Et actuellement, c'est ce qu'on observe. Les travaux, il y a beaucoup de difficultés à soutenir des travaux, à trouver des directeurs de thèse. Lorsqu'on travaille sur des sujets, on va dire, j'allais dire polémiques, mais qui ne sont pas polémiques, mais qui évoquent le moins politiquement correct. Ça, c'est une critique qu'on peut vraiment adresser aux chercheurs qui sont en fait d'une certaine manière mes collègues, mais cette critique a sa valeur et c'est important que ça soit souligné. Si je peux compléter pendant que le micro d'Emery est encore un peu fermé là, ça se voit.
J'aimerais ajouter un élément important, comme le dit aimable le professeur de Fatagné. Eh bien, le dernier exemple, le plus révélateur, c'est le refus d'éditer le livre de Judy Revers en France, d'un grand éditeur. Hein, heureusement que la raison finit par, je dirais franchement, prévaloir, mais à quel prix? Le livre a fini par être édité en France, mais après plus d'1 ou 2 ans de refus, de sabotage, de censure, ça c'est du jamais vu. Du jamais vu en France qu'un livre sur un sujet aussi important ne puisse pas être édité dans l'Hexagone, tout simplement parce que Kigali ne le veut pas, parce que tout simplement les lobbies pro-Kagame s'y opposent. C'est très grave. Mais au-delà du livre de Judy Revers, je dois avouer que nous subissons finalement depuis des années le même sort. Nous subissons, nous qui vivons en France ou en Belgique ou dans les autres pays, les Rwandais en exil en général, hein, vous savez, nous subissons une terreur intellectuelle jamais vue ailleurs. Quand vous mettez en cause le gouvernement rwandais, même de façon modérée, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord, on va vous traiter immédiatement soit de négationniste, soit de génocidaire quand vous pouvez être assimilé à une famille de génocidaires, soit alors tout simplement de menteur ou de... C'est quelque chose de récurrent. En France, pour ne citer que la France, il y a toute une frange de presse, il y a plusieurs magazines, plusieurs groupes de presse qui sont payés pour traquer les opposants de Paul Kagame en France, pour les diaboliser, pour les salir, pour mentir à leur sujet, pour leur faire peur. Il y a même dernièrement une sorte de journal bien identifié qui travaille avec un grand groupe de presse sur Internet qui s'est spécialisé en traque, c'est-à-dire que le ou les journalistes de ce groupe vont chez les gens, ils vont passer des jours et des jours ou des soirées devant les maisons des Rwandais, filmer, enregistrer tout ce qu'ils font, pour ensuite diffuser ça dans cette presse en prétendant qu'ils sont à la traque de génocidaires. Ce travail de terreur intellectuelle, ils le partagent en général avec certaines associations soi-disant chargées de poursuivre les génocidaires à l'étranger, mais c'est un moyen très, très important, très puissant. Et le problème, c'est que un magazine important comme Jeune Afrique, aimable de Fatagné l'a souligné, eh bien, ils font partie de ce groupe. Je ne peux pas dire, je ne sais pas s'ils font la même chose exactement, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont un contrat de communication avec le gouvernement de Paul Kagame. Et lisez les interviews qui lui sont accordées chaque trimestre pratiquement. Tout ce que ce magazine écrit sur le Rwanda, c'est toujours enjolivé, c'est toujours un pays extraordinaire. C'est vrai que le Rwanda est un pays extraordinaire, mais le régime politique qui est au Rwanda n'est pas un bon régime, c'est une dictature criminelle. Et c'est dommage que une certaine presse en France donne justement une fausse image du Rwanda ou du gouvernement rwandais, du régime rwandais, une fausse image notamment en empoisonnant l'opinion d'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment un des éléments les plus importants, sinon le pire, qui déforme l'image de Paul Kagame, qui le présente sous un jour qui n'est pas le sien, qui le présente comme un héros, qui le présente comme quelqu'un qui développe son pays alors qu'il l'appauvrit. Et donc, cet élément de pression, de terreur, de terroriser les gens, d'utiliser le chantage, c'est notamment ce qu'ils font à l'égard de la France. Et la France a fini pratiquement par ne plus répondre. Quand vous accusez un pays comme la France d'avoir participé au génocide des Tutsis, alors qu'il n'en est pas du tout question, eh bien, ça finit par avoir un effet. Et c'est là la force du FPR, c'est là aussi sa façon d'atteindre des cibles faciles à manipuler. Je ne dis pas que les Africains d'Afrique de l'Ouest sont fragiles de ce côté-là, non. Tout simplement, je dis que
ils connaissent très très peu le Rwanda. Je dois même dire qu'avant 1994, beaucoup d'Africains de l'Ouest n'avaient jamais entendu parler du Rwanda vraiment comme tel. Alors que si vous allez en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya, au Congo, au Burundi, vous connaîtrez le vrai Rwanda. Vous connaîtrez la vraie image du gouvernement, du régime de Paul Kagame. Voilà ce que je voulais ajouter à cet élément. Justement, en évoquant en fait ces méthodes du FPR, la terreur, moi j'ai toujours dit que il y a trois piliers du Fonds patriotique rwandais ou du régime de Kigali. C'est en fait le mensonge, la terreur et le crime. Ces trois éléments ont été d'ailleurs cités par Madame Judy River. Je voudrais encore quand même lui poser la question, qu'est-ce qu'elle pense des propos de l'ambassadeur du Rwanda en France, les propos qu'il a tenus récemment, en disant qu'il va essayer de réduire les opposants au silence et voire même les détruire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, Madame Judy River? Bon, j'ai déjà dit hier que ces propos que j'ai vus dans la vidéo que les gens regardent sur l'Internet, ces propos m'ont effrayée parce que cet ambassadeur Garambe parle d'une guerre. Principalement, il commence en disant qu'il y a une guerre sur les réseaux sociaux, mais et il faut maintenant se mobiliser. Il parle aux partisans du FPR et aux Rwandais dans la diaspora, j'imagine, parce que cet ambassadeur parle de la 6e région qui correspond, bien, comme il y a 5 régions au Rwanda maintenant, la 6e, c'est ailleurs, c'est partout dans le monde. Alors, il appelle, moi je considère, j'ai compris ces propos comme un appel à la violence et j'ai interrogé plusieurs Rwandais qui m'ont fourni des détails sur les mots et puis les propos exacts à partir d'1 minute dans son intervention. Et j'ai aussi lu comment ça a été, les propos ont été traduits dans les sous-titres. Et c'est clair que il veut que les critiques, il vise les critiques du Rwanda, les opposants et les écrivains, c'est-à-dire des personnes comme moi et Jean-Marie et d'autres. Hein. Nous sommes relativement nombreux, nous vivons dans l'Occident et il parle aussi de les gens qui remettent en cause la version officielle, les gens qui sont considérés par le régime d'être négationnistes. Et je ne sais pas combien de fois j'explique, et Jean-Marie explique aussi dans ses écrits, que nous ne sommes pas des négationnistes. Jean-Marie n'est pas négationniste du génocide contre les Tutsis. Il a perdu beaucoup de membres de sa famille qui sont Tutsis, qui ont été Tutsis. Moi, je reconnais le génocide contre les Tutsis. Les Tutsis, dans chaque commune du Rwanda, ont été visés et un pourcentage de leur famille, de leur ethnie a été exterminé. Alors, ils sont victimes de génocide, mais le fait que je dis qu'il y avait 2 génocides au Rwanda, un autre génocide en parallèle commis par le FPR contre les Hutus, ne veut dire pas que je suis négationniste, pas du tout. Alors, bon, comme il mentionne les personnes qui remettent en cause le récit officiel, je vois ça comme il annonce des cibles déjà. Alors, c'est assez clair.
et les verbes et puis les mots qu'il utilise sont très troublants pour moi. Et juste pour ajouter une chose par rapport aux tactiques, parce que j'ai parlé des tactiques du FPR et vous avez évoqué il y a quelques minutes des tactiques. Et moi, ça fait 20 ans que j'essaie de comprendre la stratégie du FPR et je crois que c'est assez clair. Ça commence alors par les complots, on complote, on infiltre, on développe les stratégies du chaos, c'est ça qu'ils ont fait avant le génocide, ensuite on tue et on cache les crimes par les mensonges. Alors on répète ceci, comploter, infiltrer, développer des stratégies du chaos et de terreur, tuer et cacher les crimes par les mensonges et la propagande. Alors, c'est ça. Et quand on voit la conspiration et la stratégie derrière tout ça, on commence à comprendre vraiment où on peut expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Merci, Madame Judy Rivet. Par rapport à ces propos, je voudrais quand même, avant de poser la question au docteur Aimable, je voudrais quand même entendre l'ambassadeur, ce qu'il en pense, parce que ça m'a ramené à regarder dans la loi française, la loi Pleven, numéro 72-546 du 1er juillet 1972. C'est une loi qui punit le délit qui appelle à la violence ou à la haine sociale. Jean-Marie, ces propos qui nous rappellent d'autres propos qu'ont tenus les autorités rwandaises, notamment James Kabarebe, et notamment le président d'Ibuka ou ex-président d'Ibuka, Dusingize Mungu Jean-Pierre. Vous vous rappelez des propos semblables qu'il a tenus en avril de l'année dernière? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec ces genres de propos, les associations ou les ressortissants rwandais en France puissent saisir les instances habilitées pour punir ces genres de propos, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, la première chose que je dois dire, c'est que je condamne fermement, sans réserve, les propos de l'ambassadeur du Rwanda en France, parce qu'effectivement, ce sont des propos d'abord qui vont à l'encontre de l'esprit de réconciliation qui devrait prévaloir pour un pays qui a connu des drames comme le Rwanda. C'est des propos qui révèlent finalement les intentions qui se cachent derrière le beau discours diplomatique. Hein. Ceci dit, je ne peux pas me prononcer sur le plan juridique ou judiciaire. Notre groupe d'initiative France-Rwanda, GIFR, est en train de réfléchir précisément sur, ce n'est pas un secret que je livre à notre adversaire, mais nous y pensons sérieusement. Nous pensons sérieusement à l'action la plus appropriée pour réagir à ce discours haineux. C'est un discours haineux, le discours de l'ambassadeur du Rwanda à Paris, l'ambassadeur actuel. C'est un discours d'appel à la haine et à la violence. Et je dirais même que c'est un discours qu'on a connu ailleurs. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, nos auditeurs qui ne connaissent pas justement les conséquences d'un tel discours, avant 1994 au Rwanda, il y avait des discours d'appel à la haine, mais qui étaient loin peut-être d'égaler celui de l'ambassadeur du Rwanda actuel à Paris. Mais récemment encore, des Rwandais opposants ou supposés opposants au régime de Kagame ont été assassinés dans les pays africains et ailleurs. Le premier qui fut assassiné en 1998, c'est l'ancien ministre de Paul Kagame, l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Seth Sendashonga, qui a été assassiné dans les rues de Nairobi, tout simplement parce qu'il devait, quelques jours plus tard, aller donner son témoignage contre le FPR, contre Paul Kagame, en ce qui concerne justement les massacres de 1994. Ce ministre a été assassiné. Ensuite, il y en a eu plusieurs autres, à Kampala, en Ouganda, mais le plus connu de tous, c'est au Nouvel An 2014, l'ancien colonel Patrick
Karegeya, qui était chef des renseignements militaires de Paul Kagame, un de ses camarades de lutte, hein, et qui avait servi le régime de Paul Kagame à plusieurs titres, mais surtout chef des services de renseignement extérieurs. Le colonel Patrick Karegeya a été assassiné le jour du Nouvel An ou la nuit de la Saint-Sylvestre 2013-2014 en Afrique du Sud, parce que lui aussi venait de déclarer à la presse internationale qu'il savait et qu'il connaissait l'auteur de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994. Il avait dit, c'est nous, le FPR, qui avons tué le président Habyarimana. Et comme sanction, le président Kagame a jugé de l'assassiner tout simplement pour effacer toute trace et pour l'empêcher de continuer à témoigner. Son collègue, le général Kayumba Nyamwasa, qui avait dit la même chose, qui avait reconnu la responsabilité de Paul Kagame du FPR dans l'assassinat du président Habyarimana et dans les massacres contre les Hutus, eh bien c'est le général Kayumba Nyamwasa qui lui aussi est en Afrique du Sud. Il a subi 2 attentats. Il y a eu 2 tentatives de meurtre. Il a été blessé gravement. Heureusement qu'il s'en est tiré et je suppose qu'il pourra un jour témoigner parce qu'il doit en savoir beaucoup de choses, hein, il doit en savoir des choses. Et donc, nous parlions de terreur intellectuelle tout à l'heure, mais il y a les terreurs physiques, il y a les assassinats, il y a les arrestations qui se passent partout dans le monde et certains pays qui connaissent pas trop, ou alors qui subissent les influences de Paul Kagame, vont jusqu'à extrader les compatriotes, nos compatriotes qui sont au Canada. Il y a eu, je pense, Léo Mugesera qui a été extradé vers Kigali, aux États-Unis, Léopold Munyakazi. En Hollande, il y en a eu 2, et partout, parce que tout simplement, ces pays ne connaissent pas, ne savent pas que le FPR, en demandant l'extradition, c'est pour faire taire des témoins. Souvent, c'est ça. Je veux bien qu'on extrade un criminel, vraiment. Et encore, face à une justice rwandaise qui est entre les mains du pouvoir, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'extradition pourrait faire l'affaire de la justice internationale. Au contraire, s'il y a un génocidaire présumé en France, s'il y a un génocidaire présumé en Hollande, en Belgique, aux États-Unis et au Canada, qu'on le juge selon les lois internationales dans le pays d'exil, et justice sera faite, au lieu de l'envoyer entre les mains de celui justement qui veut faire taire ses opposants. Donc, c'est très important d'avoir évoqué ce sujet. Il n'y a pas que la terreur intellectuelle, il n'y a pas que la chasse aux opposants dans les pays où ils sont de manière à leur faire peur, mais il y a aussi et surtout les assassinats, de vrais assassinats, c'est-à-dire supprimer la vie de gens pour qu'ils ne parlent plus. Et c'est, de mon point de vue, c'est ce qui se cache aussi derrière les paroles de l'ambassadeur du Rwanda en France. Il utilise une expression rwandaise qui peut signifier ça et qui a souvent signifié cela, c'est-à-dire éliminer, neutraliser, pas seulement en le démontrant, neutraliser, empêcher de nuire ou empêcher de faire du tort à ce régime. Ça veut tout dire. Et donc, pour répondre à Emery en résumant, nous sommes en train d'examiner la situation, nous sommes en train de voir dans quelle mesure. En tout cas, je pense qu'il faudrait prendre une position ferme face à cette terreur, parce que si on laisse Terre Blanc croiser, je ne sais pas quand est-ce que le temps que ça prendra pour que ça cesse. Ça fait 26 ans que le FPR est au pouvoir et que ces mensonges continuent de produire des faits négatifs partout dans le monde. Alors, je voudrais quand même poser la question au docteur Aimable. Tout à l'heure, il a évoqué dans son ouvrage les violations politico-militaires contre les femmes au Rwanda. À mon avis, ces violations contre les femmes ne se sont pas limitées qu'au Rwanda. Ça a même traversé juste à côté chez nos voisins les Congolais. Et d'ailleurs, docteur Mukwege en a pratiquement fait un grand travail. Et aujourd'hui, il a dit ceci, il faut
il n'y aura jamais la réconciliation sans la justice. Ça, c'est les propos du docteur Mukwege. Alors, ma question, tout simplement, c'est de savoir, au Rwanda, aujourd'hui, par ses mensonges, par ses lobbies, nous connaissons tous que le Rwanda, c'est l'un des pays qui a beaucoup plus de femmes dans le Parlement. Et alors, on constate qu'il y a des violations contre les femmes au Rwanda. Et ces femmes n'en parlent même pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? À ces femmes qui sont beaucoup dans le Parlement et qui voient d'autres femmes qui sont violentées et qui ne disent rien. Docteur Aimable. Alors, donc, c'est important d'évoquer cette question de la violence faite contre les femmes dans un système en plus qui ne permet pas aux victimes de s'exprimer. En effet, on sait que pendant le génocide reconnu par l'ONU, il y a eu beaucoup de viols et ces victimes ont pu s'exprimer. Il se trouve que les femmes qui ont été violées par les militaires du FPR, non seulement n'ont pas réussi à s'exprimer, leurs bourreaux n'ont jamais été inquiétés, et puis ces femmes ne peuvent même pas en parler. Et ça, c'est terrible. Il se trouve que quand on a commencé à parler du viol comme armée de guerre, la version courante ou l'idéologie a été d'attribuer l'essence même, ou la naissance et l'essence de cette stratégie, en fait, aux réfugiés ou aux groupes armés au Congo. Nos travaux de recherche nous ont plutôt conduit sur la piste. Le viol comme armée de guerre n'a pas commencé en 90 au Rwanda. L'épicentre, en fait, de cette stratégie se trouve bien avant en Ouganda, dans l'armée où étaient, dans l'armée, les anciens militaires en Ouganda utilisaient déjà cette stratégie. Cette stratégie a été transportée au Rwanda par les militaires du FPR, et puis ça a continué à l'est du Congo. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est important de le signaler, d'autant plus que, on a parlé tout à l'heure de faire des crimes et de cacher. J'ai été frappé par le fait que chaque fois que j'étais en face des étudiants et que j'abordais la question des droits de la femme, chaque année, il y avait un étudiant pour me citer le cas du Rwanda. Ah, ils ont, en 2015, 63,8% de femmes au Parlement. C'est mieux que la Suède, à l'époque, qui avait 44,7% au Parlement. C'était surprenant. Et donc, ce paradoxe a fait aussi que, avec un ami qui, lui, avait perdu sa maman et ses sœurs, qui les recherchaient, qui avaient commencé les recherches quand il était encore au Rwanda, il a commencé les recherches et moi, j'étais motivé par ce fait que ces victimes-là ne pouvaient pas être citées nulle part parce qu'il y a comme cet écran de fumée. C'est le premier pays au monde à favoriser la femme. Et il se trouve que non seulement ces victimes ne peuvent pas être entendues, ne peuvent jamais en parler parce que ce sont de mauvaises victimes, des victimes du mauvais côté. Et en plus, c'est un pays qu'on présente comme étant le pays le plus en phase avec les droits de la femme. La situation était encore aggravée. Mon ami sociologue a interrogé beaucoup de ces femmes. Nous avons utilisé ces témoignages dans notre ouvrage. Et ce qui est au moins visible, c'est qu'au moment où nous écrivions cet ouvrage, beaucoup de femmes qui avaient tenté, d'ailleurs les seules femmes qui avaient tenté de se présenter aux élections présidentielles, à savoir Madame Victoire Ingabire et Madame Diane Rwigara,
avait tout de suite été jetée en prison, d'ailleurs la dernière avec sa maman et sa sœur, pour avoir tenté de se présenter aux élections présidentielles. Alors, pas plus tard qu'il y a même pas un an, les femmes dans un quartier à Kigali, dénommé Banyaye, ces femmes qui réclamaient, puisque leurs maisons, les maisons de leur famille avaient été détruites, ça date même pas d'un an. Je n'ai pas la date exacte en tête, mais ça a attristé tout le monde. Ces femmes ont été systématiquement violées. Ça date pas d'un an, c'est dans la capitale du Rwanda, pour les dissuader de continuer à réclamer leurs biens qui ont été détruits. Et c'est toujours dans une stratégie de terreur. Après, le mensonge qui suit, comme on le sait, c'est la stratégie. On dit, on cherche les auteurs. Mais on voit, quiconque veut bien voir, il sait que c'est une stratégie bien organisée. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, je salue le travail du prix Nobel de la paix, qui non seulement a fait un travail remarquable en réparant les femmes, mais aussi cherche à ce que justice soit faite. Et on espère évidemment que c'est uniquement par ce chemin-là que la paix est possible. La paix n'est possible que s'il y a la justice. Au Rwanda, on ment, le mensonge sur la réconciliation réussit. Il ne peut pas y avoir de réconciliation si on a des personnes, des victimes qui ne peuvent pas en parler. Et des victimes, il y a énormément de victimes. Donc, les victimes n'en parlent que quand elles font partie des bonnes victimes, alors que toutes les victimes sont des victimes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra, donc il faut, à mon avis, et ce qui est encore plus grave, c'est que quand on parle du viol et de la violence contre les femmes, tout le monde vous dit c'est au Congo. Très peu de gens, quand ils voient le docteur Mukwege, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas que les accusés ou les suspects, puisqu'ils n'ont pas été jugés, les premiers suspects se trouvent au Rwanda. Et ils ne peuvent pas s'imaginer que ce qui se passe au Congo est lié au Rwanda. Ce qui fait que quand le docteur Mukwege, dernièrement, quand il a évoqué à haute voix ces crimes, il a été menacé, et ça au moins ça a été entendu en Occident, il a été menacé par, je veux dire, le conseiller militaire de Paul Kagame, le général Kabarebe, et accrochez-vous bien, ce général, en l'espace de 30 ans ou de 20 ans, a été à la fois un militaire au gradé en Ouganda, il a été le chef d'état-major en République démocratique du Congo pour redevenir ministre de la Défense au Rwanda. Et cela, quand on le dit aux Africains, ils ne vous croient pas. Je vous assure, ils ne vous croient pas. Et quand on le dit, ce n'est pas qu'aux Africains, même en Occident, quand vous le dites, parce que vous êtes en train de vous faire un film. Pourtant, tout cela est bien réel, c'est factuel. Il n'a pas utilisé de faux noms comme d'autres, je veux dire, d'autres. Il y a des généraux qui, en traversant la frontière, en passant de la frontière du Rwanda en allant au Congo, changent de nom. Pour le général Kabarebe, ça n'a pas été le cas. Il a utilisé ses noms au Rwanda, au Congo, et toujours dans cette campagne, il commandait des armées, les crimes ont été commis, ce sont ces noms qui ont été, cités dans plusieurs rapports. Le mapping report, ce dernier rapport qui a été publié en 2010, on dit qu'il y a aussi des noms, une liste de noms de personnes suspectes, sauf que ces noms ne sont pas encore publics. Mais je rappelle tout de même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont suspectées d'avoir commis des crimes
de guerre et même des crimes de génocide ont été par moments inquiétés par la justice espagnole, qui a depuis révisé sa compétence territoriale et qui ne s'occupe plus de ces dossiers. Mais pour ce simple changement, s'il y avait eu un procès, ils auraient peut-être été condamnés. Mais pour l'instant, toutes ces personnes n'ont jamais été inquiétées par aucun tribunal. Et c'est dommage, et c'est pour cela qu'on doit soutenir la démarche du docteur Mukwege. Merci beaucoup, docteur Aimable. En fait, quand on parle des problèmes du Rwanda, on peut en parler du jour au lendemain et sans avoir la fin. Et nous allons aboutir à la fin de notre émission. Je voudrais quand même, quand j'ai évoqué tout à l'heure le grand nombre de femmes au Parlement au Rwanda, je voulais évoquer un problème des institutions. Je me rappelle qu'il y a un chef d'État, Barack Obama, qui avait dit qu'en Afrique, on n'a pas besoin des hommes forts, on a besoin des institutions fortes. Les institutions fortes au Rwanda, on n'en a pas aujourd'hui. On n'en a pas aujourd'hui parce que quand on regarde ce qui se passe et quand on évoque un état de droit, on sous-entend la séparation des pouvoirs. Et cette séparation de pouvoirs, actuellement, n'existe pas au Rwanda parce que tout se repose sur une seule personne, en la personne de Paul Kagame. Alors, pour terminer notre émission, je voudrais que quand même chacun nous dise son ressenti par rapport au sujet du jour et un dernier mot par rapport à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Je commencerai par Madame Julie Rivet. Bon, je vous remercie encore pour cette discussion et je voulais simplement dire que c'est très important de soutenir les témoins, de leur donner de l'espace intellectuel et un certain niveau de sécurité pour venir en avant et de parler peut-être à visage découvert de leurs expériences, qu'ils soient au Congo, au Rwanda ou dans la diaspora. Maintenant, j'encourage les gens de donner une plateforme pour que ces gens-là soient entendus. On avait évoqué tout à l'heure, Dr Aimable avait évoqué le problème d'une toute une partie de la population peut-être rwandaise et congolaise, les victimes du FPR, qui ne sont pas entendues et crues. Et ça, c'est vraiment un problème, le fait que ces gens-là ne sont pas dignes de confiance. Alors, je reviens toujours au problème déontologique des Occidentaux, surtout les gens qui contrôlent ou qui façonnent le discours et les limites de la connaissance sur ce sujet. Alors, c'est très important que le travail de Dr Aimable soit reconnu et soit publié dans les grands journaux académiques. Et le travail de Masaka, qui est au Japon, c'est une bonne amie qui fait un travail aussi approfondi sur la violence sexuelle en ce moment au Congo. C'est très important que les Rwandais en exil puissent, et les Congolais, là-bas et en exil, que les Congolais soient entendus. Alors j'espère que ces voix qui ont été réduites au silence pendant des années par la terreur et la propagande soient maintenant entendues pour tout le monde dans le but de comprendre, d'établir un récit historique qui est vrai,
mais aussi qui pourrait mener à la justice, à la paix et à la réconciliation dans les Grands Lacs. Merci beaucoup, Madame Judy Rivet. Je redonne la parole au docteur Aimable pour qu'il nous donne son dernier mot. Qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à tout ce qu'on a dit et aux auditeurs qui nous écoutent et qui nous écouteront dans les prochains jours. Alors, mon intervention, c'est une intervention de remerciement, hein. Je vous remercie, vous qui avez organisé cette discussion. Je souligne l'importance de ce que vient de dire Madame Rivet concernant le combat, le courage qu'il faut avoir pour aider les victimes. Aider les victimes non seulement à se reconstruire, mais aussi, hein, ça c'est physique, c'est physiologique, mais aussi à retrouver la dignité. Et la dignité, c'est rétablir la mémoire, c'est respecter leur histoire, écrire leur histoire pour que ces personnes retrouvent une place qui est la leur et surtout pour que cette histoire ne se répète plus jamais par rapport à d'autres, puisque lorsque les crimes ne sont pas dénoncés, lorsque les crimes ne sont pas punis, ces crimes se répètent, c'est ainsi. Donc c'est très important. Là, je m'adresse surtout, non pas seulement aux enseignants-chercheurs qui doivent vraiment respecter l'éthique et la déontologie, mais je m'adresse aussi à toutes les personnes en position de pouvoir. Ça peut être un pouvoir économique, ça peut être un pouvoir médiatique, qui peuvent tout simplement agir d'avoir un peu d'humanité, hein, ce qu'on appelle Ubuntu, hein, notamment dans l'Afrique des Grands Lacs, mais aussi en Afrique du Sud. Ubuntu, un peu d'humanité encore, un peu de générosité, un peu d'empathie, hein, pour que cette partie de l'humanité qui est victime des actes inhumains puisse être entendue, que justice puisse se faire et qu'enfin, cette région des Grands Lacs retrouve la paix et non pas seulement le développement économique, parce qu'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement durable s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de respect des droits humains. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, docteur Aimable, par votre intervention et par ce que vous avez donné, éclaircir au grand public par rapport à ce qui se passe chez nous au Rwanda, d'autant plus que vous êtes rwandais aussi. Vous venez d'évoquer justement la mémoire pour tous. D'ailleurs, je rappelle que non seulement moi qui essaie de présenter dans mes débuts cette émission, je fais partie de la fondation Ibukabo Selengerabo, dont le président est Jean-Marie Vianney, moi je suis le secrétaire général. Nous militons depuis plusieurs années pour avoir une mémoire commune et une justice équitable pour tous. C'est ça notre combat. Ça fait à peu près bientôt 17 ans qu'on milite pour ce combat que je considère noble, et ça me fait plaisir que notre combat aujourd'hui a été entendu par pas mal des associations, des organisations rwandaises, non seulement des organisations rwandaises, mais aussi des organisations internationales. Droit d'honneur s'exige. Je donne alors la parole à Jean-Marie, l'ambassadeur, pour qu'il nous donne son dernier mot. Monsieur l'ambassadeur. Je commence d'abord par remercier tous les intervenants, c'est-à-dire notre amie Judy Revers, grande journaliste, si on met journaliste au féminin, en tout cas ça mérite d'être dit, et puis surtout reporter, chercheuse. Elle ne se prévaut pas de titre, mais elle a fait des recherches extraordinaires
sur tous les événements qui se sont déroulés dans la région des Grands Lacs depuis qu'elle la connaît. Elle a osé dire la vérité, malgré toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, malgré les menaces, malgré les persécutions, malgré... Si vous allez aujourd'hui sur Twitter, le fait qu'elle ait osé dénoncer le discours de l'ambassadeur du Rwanda à Paris, vous allez voir ce qu'on écrit sur elle. Il y en a qui disent « Ah, tiens, mais non, vous parlez Kinyarwanda aussi, tiens », avec des insinuations incroyables. Mais ça ne la touche pas. Je dis revers, continue son chemin, son parcours pour dire la vérité, que ce soit au Rwanda ou que ce soit ailleurs. Et vraiment, je profite de cet instant pour la remercier et lui rendre hommage. On ne rend pas hommage aux personnes présentes normalement, mais moi, je le fais. Je remercie beaucoup aussi le professeur Fatagne Aimable, avec qui j'ai déjà organisé ce genre d'événements, ce genre de conférences, à Lyon précisément, 2-3 fois. Et chaque fois qu'il prend la parole, je peux dire qu'Aimable est un connaisseur de la situation et des événements qui se sont déroulés au Rwanda ces 30 dernières années. Et je suis vraiment très fier de ce que peut la jeunesse rwandaise lorsqu'elle s'implique et lorsqu'elle accepte de parler à visage découvert, effectivement, comme il l'a dit. Comme Judy Revers l'a dit aussi. Parce que ce qui nous manque, c'est quoi? Nous parlons de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest connaît mal la vraie situation, la vérité sur ce qui se passe, ce qui s'est passé au Rwanda? Tout simplement parce qu'elle ne le sait pas. Tout ce que nous faisons, tous les discours que nous faisons, les émissions radio, ça se passe en Kinyarwanda. Comment voulez-vous qu'un Sénégalais aille comprendre ce que nous disons de notre pays? C'est pourquoi nous avons dit, nous avons pensé à commencer un cycle de conférences, un cycle d'entretien sur le sujet du Rwanda et de la région des Grands Lacs, mais en français, pour compléter un peu avec nos moyens du bord, pour compléter l'action effectivement du docteur Mukwege en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, parce que l'impunité appelle le crime. Le crime devient impuni et le criminel se dit, puisque je ne suis pas inquiet, je vais le refaire. Pourquoi pas? Et c'est ce qui se passe effectivement. Il y a un enchevêtrement d'impunité. Les criminels d'hier passent à la récidive. Une fois, 2 fois. Ceux qui ont massacré les populations de Byumba en 90, 91, 92, 94 et après, ce sont les mêmes qui ont traversé la frontière pour aller massacrer les Congolais. Nous parlons des victimes rwandaises. C'est vrai. Mais il faut savoir quand même qu'il y a eu plus de 8 millions de Congolais morts parce que le Rwanda leur a porté la guerre et que la guerre ne cesse pas et qu'aujourd'hui encore, notre pays, le Rwanda, continue d'occuper une partie de la République démocratique du Congo. Donc tout cela, nous devons le dénoncer, nous devons parler à nos frères africains, nos frères et sœurs, nous devons parler aux Rwandais aussi, nous devons parler aux Français, à tous les locuteurs du français, et aussi passer, je pense, c'est très souhaitable, passer à d'autres langues d'expression internationale. Et donc, vraiment, je remercie Émeric qui nous a reçus dans les studios, mais surtout, évidemment, les intervenants. Nous comptons organiser d'autres conférences sur le domaine de l'impunité, sur la question de l'impunité dans la région. Et là, je compte sur vous, Judy Revers et Aimable, pour apporter votre concours le moment venu. Si nous vous invitons à y participer, n'hésitez pas. Et nous aurons peut-être recours à d'autres intervenants, parce que la question de l'impunité, c'est la clé, c'est la clé. Nous devons absolument extirper ce cancer de notre région. Des militaires, des civils massacrent nos populations. Et puis, ça passe aux faits divers, où c'est quasiment invisible. La presse occidentale, la presse de nos pays, évidemment, ne peut pas parler de ça, parce que c'est une presse du pouvoir, mais c'est à nous la parole. Nous devons prendre les choses en main, nous exprimer et dire la vérité qui nous concerne, qui concerne nos parents.
parler du passé, mais aussi et surtout parler de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le drame continue. Il faut que les Africains, que ce soit les Africains de la région des Grands Lacs, mais que ce soit surtout ceux auxquels nous sommes adressés aujourd'hui, ceux d'Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils sachent que le drame continue, notamment au Congo, mais aussi au Rwanda, à la frontière avec le Burundi, à la frontière avec l'Ouganda. Donc, c'est des questions qu'il faut ramener à chaque fois à la une pour que personne n'en ignore et pour que surtout l'attention internationale soit vraiment portée sur ces questions. Alors, il y a un sujet que je vais vous proposer, Emery et aux autres intervenants d'aujourd'hui, c'est précisément la lutte contre l'impunité. Examiner les racines de cette impunité. D'où vient-il que autant de crimes, le génocide des Hutus, qui est réel, qui est avéré, moi je l'ai écrit dans mon livre en 2009, et j'ai eu un procès en France, soi-disant que j'avais nié le génocide des Tutsis. Les juges ont dit non, il n'est pas question de négationnisme. M. Ndagijimana parle d'un génocide qui n'a pas été pris en compte, mais au départ, il a parlé du génocide des Tutsis. Il a condamné les auteurs de ce génocide des Tutsis, mais il faut aussi qu'on puisse parler du génocide des Hutus. Ça, il faut qu'on ose le dire. Le gouvernement rwandais va nous traiter de négationnistes, mais je pense qu'il ne réussira jamais à en convaincre ni les juges des pays libres, ni l'opinion rwandaise, ni surtout les victimes justement de ces crimes. Ceci dit, donc, on peut conclure aujourd'hui sur cette question. Emery, je vous remercie beaucoup. Je pense vraiment qu'on a fait une très bonne émission. On a eu de bons entretiens et si vous avez un mot pour conclure, je vous en prie. Merci beaucoup. Je remercie à tous les trois de votre intervention et des éléments qui nous ont aidés, qui ont aidé nos téléspectateurs, nos auditeurs à éclaircir leurs connaissances. Je remercie aussi Jean-Marie qui termine par une proposition du sujet de la prochaine émission, si je me permets, la lutte contre l'impunité. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?